bienvenue sur le 6e épisode des podcasts Contrôle Pass. Aujourd'hui, on a traversé l'Atlantique. Normalement, on est un petit peu en Espagne, un petit peu en France. Là, on a traversé l'Atlantique. On est au Québec, c'est ça, je crois? Oui. Oui, c'est ça. Montréal. On est avec Guylaine Girard. Bonjour Guylaine. Bonjour, Jérémy. Je suis très content de t'avoir parce qu'en ce moment on parle beaucoup un petit peu de préparation mentale avec le confinement, pardon, et on voulait avoir un petit podcast avec une préparatrice mentale et aujourd'hui tu nous fais le plaisir de nous offrir ce temps-là. Merci beaucoup à toi. Je vais d'abord te laisser te présenter pour pas que je dise trop de bêtises et puis après on attaquera directement sur les questions. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, je suis préparateur mental, oui, mais à la base, je suis entraîneur. Ça fait 27 ans que je suis entraîneur. J'ai commencé en gymnastique. J'étais gymnaste quand j'étais jeune dans un programme de sport-études. Et une des choses que j'avais à travailler en tant qu'athlète, c'était la préparation mentale. Ça m'a pris plusieurs années avant de le comprendre parce que dans les années 90, la préparation mentale, c'était pas très connu. J'étais athlétique, j'étais forte, j'étais rapide, donc j'avais plusieurs qualités physiques, même techniques, tactiques, mais au niveau du mental, quand j'arrivais en compétition, c'était vraiment plus difficile. Quand je suis devenue entraîneur, j'ai décidé de développer des outils pour mes athlètes, pour aider mes athlètes qui avaient du travail à faire au niveau de leur confiance, qui voulaient gérer leur stress, donc vraiment pour m'assurer que les athlètes qui avaient une composante mentale qui était peut-être plus à travailler pourraient le travailler et s'améliorer parce que des fois, ça a un impact sur la confiance aussi. Donc, j'ai été entraîneur, je suis encore entraîneur en gymnastique. Puis, il y a 10 ans, j'ai commencé à entraîner des équipes dans l'Ultimate Frisbee aussi. Donc, en tant que préparateur mental, j'ai vraiment la composante de terrain, autant au niveau individuel que d'équipe. Puis, il y a 3 ans, j'ai décidé de démarrer mon entreprise en préparation mentale. Avant, je le faisais plus au sein de mes clubs, avec les athlètes, avec les entraîneurs. Je faisais des formations d'entraîneurs. Mais il y a 3 ans, j'ai décidé de vraiment y aller plus large pour aller plus partager mon expertise avec d'autres sports aussi, comme le foot, comme le hockey, la gymnastique encore, bien sûr, le crossfit, le karaté. Donc, j'interviens dans plusieurs sports. Ok, d'accord. C'est ce que tu me disais un petit peu avant qu'on lance l'entretien, c'est que toi, ton approche, elle est vraiment une approche pratique, une approche terrain, c'est ça? Oui, c'est sûr que j'ai des certifications, des diplômes. J'ai fait mon diplôme universitaire en intervention sportive, donc qui est vraiment coaching d'athlètes de haut niveau. Et dans ce diplôme-là, j'avais des cours en psychologie sportive. C'est ce qui m'a aidé à démarrer. Ensuite, j'ai continué avec d'autres formations. J'ai fait des formations sur les types de personnalités, l'énéagramme, MBTI, en PNL aussi, sophrologie. Donc, j'ai fait certaines formations, mais vraiment, ma grande force à moi, c'est le terrain. Donc, vraiment d'intervenir avec les entraîneurs, avec les athlètes sur qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain pour développer notre mental parce qu'on pense toujours. La pensée est toujours là. Donc, le mental, ça veut dire qu'on doit le travailler tout le temps. D'accord, ok. Et toi, aujourd'hui, au travers de tous les sports que tu as pu toucher un petit peu, comment tu juges la place du mental dans la performance, à côté de la dimension technique, à côté de la dimension tactique, la dimension athlétique? Aujourd'hui, comment tu places la dimension mentale? Pour moi, c'est ensemble. Pour moi, si je veux améliorer ma technique, je dois avoir la motivation, puis je dois avoir la capacité d'analyse pour être capable d'améliorer ma technique. Donc, pour moi, le mental est rattaché à tout. Si je veux être capable d'avoir une meilleure préparation physique, je dois avoir la motivation puis le désir de pousser. Parce que si j'ai pas le désir de pousser des charges ou de courir plus rapidement, ma préparation physique va pas s'améliorer. Donc, il y a toujours une composante ou une qualité mentale qui est liée à ce que je vais travailler, autant au niveau technique, tactique que physique. Donc, c'est vraiment intrinsèque. Puis même pour moi, un de mes défis, ça a été quand je suis devenue vraiment préparateur mental de manière plus distincte par rapport à mon coaching, ça a été de séparer la préparation mentale du coaching parce que pour moi, c'est tellement lié. Pour moi, ma philosophie, c'est que les entraîneurs, c'est les meilleurs, les mieux placés pour enseigner la préparation mentale. Parce qu'un entraîneur a le lien de confiance avec l'athlète, connaît son athlète et est là au quotidien. Donc, c'est vraiment plus facile pour eux quand on va chercher vraiment des outils, quand on est capable d'être systématique au niveau de la préparation mentale. Les entraîneurs sont capables d'aller chercher un travail extraordinaire de ce côté-là. C'est pas que les préparateurs mentaux puis les psychologues du sport, c'est pas qu'on n'est pas utile, on est utile. Mais je pense que
une des raisons pourquoi moi, je veux travailler beaucoup avec les entraîneurs, pourquoi je travaille beaucoup avec les entraîneurs, c'est parce qu'après ça, les entraîneurs sont capables de faire un travail extraordinaire avec les athlètes. D'accord. Donc finalement, le préparateur mental, lui, il n'est pas au contact direct du sportif, il est plutôt en contact avec l'entraîneur qui, lui, est au contact du sportif? Ben, il va faire les deux. Le préparateur mental va faire les deux. Avec l'athlète, c'est que souvent, on va travailler des problématiques spécifiques. Si on a eu une compétition difficile, on veut gérer, on veut être capable la prochaine fois de revenir en force, d'être plus confiant, qu'est-ce qui est arrivé pour être capable d'analyser ce qui s'est passé, se donner des objectifs pour la prochaine compétition. Avec l'athlète, souvent, on va travailler sur des éléments spécifiques. Moi, ce que je fais dans mon travail, c'est que souvent, je vais travailler avec l'athlète sur les éléments et je vais communiquer avec l'entraîneur aussi pour m'assurer que le travail va être poursuivi ensuite. C'est la même chose pour les entraîneurs. Quand ils travaillent avec leurs athlètes, si c'est des jeunes athlètes, des fois, il faut travailler aussi avec les parents. Si on veut être capable d'avoir un effet, parce que les athlètes, quand ils voient pas l'entraîneur, ils voient leurs parents. Donc, c'est la même chose au niveau du préparateur mental. Moi, j'aime travailler tout le monde ensemble, en fait, en équipe. D'accord, ok, super. Et du coup, la question que j'aimerais te poser, en essayant d'aller un petit peu sur le football, c'est que finalement, dans un staff, le préparateur mental, dans un staff de sport collectif, selon toi, quelle va être ses principales missions? C'est-à-dire, est-ce qu'il va avoir plutôt un œil d'analyse et de remonter les informations un petit peu à l'entraîneur? Ou est-ce que c'est vraiment, comment dire, d'être au contact des joueurs? En fait, j'aimerais bien savoir comment un préparateur mental pourrait se situer dans un staff d'un sport collectif. C'est une bonne question. Je pense que avec les athlètes, on est là pour donner des outils. Donc, des outils spécifiques. Par exemple, avec un athlète, avec les athlètes, des outils de base que je vais donner, c'est des outils sur la concentration, par exemple. La concentration a deux dimensions, le temps et le lieu. Donc, au niveau du temps, c'est l'esprit. Dans ma tête, je peux voyager dans le passé, je peux voyager dans le futur, je peux être dans le moment présent. Par exemple, une semaine avant la compétition, pour plusieurs athlètes, on va souvent se projeter dans le futur. Donc, si ça va pas bien, si mon match va pas bien, ou si mes éléments techniques, je réussis pas mes éléments, ben à ce moment-là, souvent, je vais me projeter dans le futur et je vais me dire, parce que ça va pas bien aujourd'hui, ça ira pas bien en compétition. À ce moment-là, je vis du stress, je vis de l'anxiété. Puis quand je vis des émotions inconfortables comme celle-là, ça devient beaucoup plus difficile de me concentrer sur la solution. Donc, si j'ai de la difficulté à savoir, ben, généralement, pour trouver la solution, je dois savoir comment je me suis sentie, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la trajectoire du ballon, qu'est-ce qui est arrivé. Mais si je suis dans mes émotions en me disant, je suis stressée, ça fonctionnera pas en compétition, ça fonctionnera pas en match parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, je suis pas en train d'être capable de focaliser sur mes sensations physiques. Donc, ce qu'on veut, c'est développer une discipline mentale pour être capable de rester dans le moment présent puis de pas s'éparpiller dans le futur ou dans le passé. Puis l'autre dimension, c'est le lieu. Donc, le lieu, c'est, si on imagine une bulle, il y a des choses que je laisse entrer dans ma bulle, dans mon environnement. Je peux laisser entrer, je regarde ou j'écoute des éléments qui me donnent confiance et je bloque tout ce qui augmente mon stress ou ce qui n'est pas utile à ma performance. Donc ça, c'est au niveau de l'environnement. Donc, dans ma discipline mentale, je veux me développer, je veux me concentrer sur les bonnes pensées et sur les bons éléments dans mon environnement. Ça, c'est un outil, un exemple d'outil qu'on peut donner pour les athlètes. Quand on intervient avec les athlètes, on leur donne des outils comme ça. D'accord. Puis après ça, individuellement, on parle un petit peu plus loin, dépendamment des problématiques spécifiques. Pour l'entraîneur, ce que j'aime faire, c'est vraiment travailler au niveau de la composante de groupe, la composante d'équipe et d'être capable de donner des outils de leadership, puis comment est-ce qu'on gère une équipe aussi. Puis à ce moment-là, ben, l'entraîneur est capable après ça d'aller intervenir un peu plus avec ses athlètes. J'aime, par exemple, quand je donne des séances, je veux que l'entraîneur soit présent parce que quand je donne mes outils à l'athlète, je veux que l'entraîneur soit le plus possible apprenne ces outils-là pour être capable d'intervenir là-dessus. Puis un exemple avec les entraîneurs que je peux donner, un conseil que je donne régulièrement aux entraîneurs, c'est d'amener leur équipe ou d'amener leurs athlètes à sortir de leur zone de confort le plus tôt possible dans la saison. C'est souvent une erreur qu'on fait. En fait, souvent, on va entraîner des éléments techniques, des éléments tactiques toute la saison. Puis quand on va arriver au gros match, quand on va arriver au gros tournoi, on va faire face à une distraction, à un obstacle, à quelque chose de très difficile, puis finalement, l'équipe va s'effondrer puis ça ne fonctionnera pas. C'est souvent ce qui nous arrive.
parce qu'on n'était pas tout à fait prêt ou on n'avait pas vu à l'avance que ça pouvait arriver. La distraction pouvait arriver, par exemple, si on tire de l'arrière par 4, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut, par 2 points, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce que mon équipe a déjà géré ça? Si j'ai une bonne équipe, puis toute la saison, ça a bien été, j'ai eu des bons matchs, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Donc, ce que je veux faire, c'est être capable, en début de saison, d'appréhender, parce que la préparation mentale, c'est très, très large. Je peux travailler énormément de choses dans la préparation mentale, il y a beaucoup d'habiletés mentales. Qu'est-ce que je veux travailler en priorité? Je peux pas tout travailler dans une saison. C'est comme au niveau technique. Au niveau technique, je peux pas travailler toutes les habiletés dans la même saison. Donc, pour être capable de prioriser, quels pourraient être dépendamment de l'identité de mon équipe, comment sont mes joueurs, quels pourraient être nos défis? Est-ce qu'on a un problème au niveau de notre grandeur? Est-ce qu'on a une équipe qui est un peu petite? Est-ce qu'on a un problème au niveau de l'athlétisme? Est-ce que on sait qu'on va rencontrer les équipes fortes en fin de saison? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et ce qu'on veut faire, c'est en début de saison, le plus tôt possible, mettre l'équipe en face de cette problématique-là, ou de la distraction ou du défi. Donc, trouver des solutions, il faut être très créatif souvent, mais trouver des façons de rendre les entraînements extrêmement difficiles ou de mettre des obstacles, des bons obstacles, pour que l'équipe, quand elle arrive face à l'obstacle, on voit comment l'équipe réagit. Donc, peu importe comment ils réagissent, même si c'est pas facile, peu importe, c'est pas grave, parce que nous, ça nous donne une information en tant qu'entraîneur. Ça nous permet ensuite de coacher l'équipe en fonction des plus grands obstacles de l'équipe, des plus grandes difficultés. D'accord. Donc là, c'est une des choses que je donne aux entraîneurs beaucoup. C'est souvent quelque chose qu'on a de la difficulté à faire, où on attend un peu trop tard dans la saison avant de le faire, ce qui fait qu'on est pris par surprise, puis il ne reste pas suffisamment d'entraînement pour être capable de gérer ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, ça me fait, en même temps que tu parles, je pense à plein de scénarios, plein d'habitudes, où nous on a l'habitude de donner la confiance au début de saison, on va faire des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, pour trouver un petit peu les habitudes, la confiance, et que c'est vrai que face au premier problème, on se dit oui, c'est vrai que le match, c'est pas le confort, c'est pas les habitudes, et pendant que tu parlais, je me remémorais plein de débuts de saison, où finalement on est, en tant que coach et en tant que joueur, on est dorloté, ça va, tout se passe bien, etc. Ok, très bien, premier match, doucement, c'est vrai que c'est oui, puis comme entraîneur, on est dans la progression, on est des enseignants. Donc souvent, on va vouloir enseigner de manière progressive. Mais c'est normal, c'est souvent dans notre nature. C'est pas tous les entraîneurs, quand on regarde les films, en fait, c'est des bons exemples. Quand je regarde des films sportifs, d'aller voir les entraîneurs qui rendent ça très difficile pour leurs athlètes, c'est des bons exemples pour nous aider à voir comment est-ce qu'on pourrait faire. Mais ce qu'on veut, c'est donner une certaine progression et boum, donner un obstacle qui est vraiment difficile. Puis ensuite, on revient ici puis on continue à progresser. Mais quand on continue à progresser, on sait ce qu'on veut adresser. Donc, ça nous donne du contenu spécifique qu'on veut intégrer dans nos entraînements, en plus de la technique, la tactique. Puis, comme c'est intégré, c'est pas du temps supplémentaire. C'est simplement qu'on veut pousser l'équipe à faire face à ces défis-là. Puis quand ça arrive en début de saison, ben pour nous, c'est moins stressant. Même si notre équipe performe pas bien, c'est pas grave parce qu'on a encore du temps pour s'améliorer. Mais quand ça arrive 3 semaines avant le gros match, là, tout le monde est stressé puis c'est beaucoup plus difficile à adresser. Bien sûr. C'est très intéressant ce que tu viens de nous dire. On va attaquer un premier morceau qui concerne tous les coachs de toutes les catégories, de tous les sports presque. C'est la motivation. La motivation. Nous, en tant qu'entraîneurs, on a cette capacité, je dirais, enfin on croit avoir cette capacité de motiver nos joueurs, de leur donner l'envie à chaque fois, de la même façon, de la façon différente, pas à l'entraînement, en match. Et j'aimerais bien savoir, toi, quelle place t'accordes à la motivation, et aujourd'hui comment un entraîneur ou un joueur doit se situer par rapport à la motivation, intrinsèque, extrinsèque, etc. J'aimerais bien savoir, toi, comment tu vois cette motivation. Oui, c'est une bonne question. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé en tant qu'entraîneur, j'étais vraiment une entraîneur qui poussait énormément. Donc, j'avais beaucoup de volonté, je voulais énormément que mes athlètes réussissent. Donc, je poussais très, très fort, j'avais beaucoup de caractère. Puis, j'avais plusieurs athlètes qui pleuraient souvent, je poussais trop loin. Donc, puis à un certain moment, j'ai commencé à changer un petit peu ma façon de faire et tranquillement, j'ai évolué vers une méthode où est-ce que j'ai commencé à amener l'athlète à vouloir. Donc, c'était plus moi qui tirais, mais j'ai commencé à travailler pour que ce soit l'athlète qui tire. Et ça m'a donné beaucoup plus de résultats. Par contre, des fois, ça prend un peu plus de temps.
C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple qui est arrivé il y a quelques années. J'ai demandé à mes athlètes, j'avais une équipe d'Ultimate Frisbee et juste avant notre championnat national, je leur ai demandé, je suis arrivée puis j'avais dans ma tête un plan général, mais je leur ai demandé, c'est vous qui allez bâtir la pratique aujourd'hui. Donc, je veux 4 thèmes. Je leur ai donné des lignes directrices. J'ai dit, je veux 4 thèmes sur lesquels vous voulez travailler. Mon but, c'était de bâtir leur confiance. Donc, je me suis dit, la pratique, la dernière pratique, peu importe qu'on travaille dedans, le seul objectif pour moi du dernier entraînement, c'est de terminer l'entraînement et de se sentir en confiance pour la prochaine compétition. C'est pas là qu'on va apprendre, c'est pas là qu'on va faire progresser des choses. Donc, je leur ai dit, je veux 4 grands thèmes. Dans chacun des thèmes, je veux que vous me disiez c'est quoi l'exercice qu'on va faire. Donc, on veut travailler les lancers du côté, pour l'ultimate, c'est du côté bris. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? À ce moment-là, on va faire tel atelier. Et dans cet atelier-là, quand est-ce qu'on a réussi l'atelier? Quand est-ce que c'est terminé? Donc, on veut réussir, par exemple, 50 lancers complétés. Ça, c'était ce qu'on a décidé ensemble. Et quand je suis arrivée avec mes athlètes, on avait 2 heures de pratique. Je leur ai expliqué ça, on a préparé. Et au fur et à mesure qu'on préparait, moi, j'écrivais sur un tableau la pratique. Puis, ils me donnaient des objectifs qui étaient absolument, pour moi, irréalistes. Ils me disaient, on veut compléter, par exemple, 50 passes. Puis là, je leur disais, mais vous n'avez jamais complété 50 passes à l'entraînement. Comment est-ce que vous voulez compléter 50 passes aujourd'hui? Je dis, l'objectif, c'est de finir, premièrement, à l'intérieur du 2 heures. Moi, dans 2 heures, je suis partie. Et deuxièmement, il faut l'avoir complété. Si vous n'êtes pas en succès, vous ne vous sentirez pas prête pour les championnats nationaux. Donc, comment est-ce que vous allez gérer ça? Puis j'ai fait un peu exprès aussi. Je faisais un peu de cinéma là-dedans. C'est-à-dire que je leur disais, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Puis, les athlètes, c'était une équipe féminine, les filles me disaient, ils se sont regardées entre elles, puis on dit, ben oui, on peut le faire. Je dis, moi, je suis sceptique. Puis on dit, non, on le fait. Donc, je l'ai écrit, puis au fur et à mesure, au bout du compte, quand j'ai regardé la pratique, j'ai jamais été capable d'aller chercher ça dans une pratique avec ces athlètes-là. Et on a réussi à compléter la pratique en 1h45. Est-ce que tu peux imaginer qu'à la fin de la pratique, à quel point, premièrement, pendant la pratique, à quel point les joueuses étaient motivées, et à quel point ils étaient en confiance quand ils ont terminé la pratique? Ça a tout changé. Donc, de plus en plus, des dernières années, j'ai utilisé la méthode de me retirer davantage pour laisser de l'espace à l'athlète pour qu'il puisse déterminer ce qu'il veut, plutôt que ce soit moi qui veux. Donc, au lieu de donner mes exigences, je demande ce que tu veux. Donc, c'est vraiment un transfert, un changement d'énergie, un transfert de pouvoir, en fait. C'est ce que j'essaie de faire. Pour certains athlètes qui sont très anxieux, c'est plus long. Parce que les athlètes sont habitués à ce qu'on leur dise quoi faire. Ils sont très habitués à ça. Puis, par contre, quand on dit quoi faire, ben tu te questionnes pas puis tu le fais. Puis, à ce niveau-là, des fois, la motivation peut être variable. Mais quand on dit, par exemple, moi, régulièrement dans mes entraînements en gymnastique, par exemple, je vais prévoir des moments où je vais dire à mes athlètes, voici en gros ce que je veux. Par exemple, je veux que tu pratiques 3 séries acrobatiques à la poutre. Maintenant, je veux que tu me dises c'est quoi les 3 séries que tu vas travailler et c'est quoi ton objectif. Donc, combien de fois tu veux le réussir et dans quelle situation. Donc, les athlètes doivent bâtir, moi j'ai le thème, je sais ce que je veux entraîner, mais les athlètes doivent bâtir leur programme avec des objectifs précis. Et souvent, ils vont me dire, je veux le réussir, ils vont me dire, je veux réussir tel mouvement. Je dis, OK, mais combien de fois? 5 fois. OK, mais dans quelle situation? Ils ne sont pas habitués à se fixer des objectifs. Donc, on leur parle souvent en tant qu'entraîneur de se fixer des objectifs ou dans une période de confinement comme celle-là, c'est pas toujours évident pour les athlètes parce qu'ils sont obligés de bâtir une partie de leurs objectifs, même si les entraîneurs en font une partie. Donc, pour les athlètes qui sont plus anxieux et qui sont habitués de jour de se faire dire quoi faire, ça prend un certain temps. Il faut les aider un peu plus. Par contre, quand c'est toi, en tant qu'athlète, qui as dit « c'est ce que je veux réussir aujourd'hui », que tu l'as dit à ton entraîneur, que tu t'es engagé, le niveau de travail est complètement différent. Donc, c'est comme ça, moi, que j'amène des athlètes à devenir beaucoup plus autonomes et motivés. Parce que la motivation, en fait, ça dépend de pourquoi je pratique mon sport. Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Et c'est vraiment les deux moteurs. J'ai lu un livre qui s'appelle Golf Flow de Gio Valiante. Et dans le livre, Valiante disait que, justement, il y a 2 moteurs pour les athlètes. Il y a l'ego, il y a la maîtrise. L'ego,
moi, j'appelle les 3 C, c'est la compétition, le combat, la comparaison. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'extérieur. On veut compétitionner contre quelqu'un. On se compare aux gens. On veut plaire aux gens qui nous regardent. On ne veut pas décevoir. Donc, quand on est dans l'ego, on est un petit peu dans la peur de perdre. Parce que perdre, c'est embarrassant. C'est gênant, c'est honteux. Pas réussir, c'est honteux. Donc, quand on est dans l'ego, souvent, on va vivre des émotions un peu plus inconfortables comme celle-là. Puis, ce qui se passe, c'est que notre motivation est variable. Parce que si je le fais pour l'autre, si je le fais, s'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de compétition, s'il n'y a personne qui me pousse, s'il n'y a personne qui me regarde, qu'est-ce qui se passe au niveau de la motivation? Bien, souvent, ça diminue. Ce que tu dis, je suis désolé de te couper, ce que tu dis, c'est incroyable, parce que c'est toute l'autonomie de la sportive, de la pratiquante que nous, on ne sait pas, on n'arrive pas à développer, et tu le dis, nous, on remarque une grosse différence entre moi qui entraîne des filles, entre la joueuse en séance et la joueuse en match. Des fois, on va se cacher derrière, c'est une joueuse de match. Elle, c'est une joueuse de match. Mais en fait, non, c'est juste que nous, dans notre schéma d'entraînement, qu'on peut dire top-down, quoi, qui est complètement descendant, bah, la joueuse, forcément, quand on lui dit quoi faire, quand il y a de la compétition, elle va être là. Mais c'est vrai que sur les matchs amicaux, sur les entraînements, on va avoir des joueuses un petit peu passives. Et nous, on s'est jamais posé la question de comment développer cette autonomie en entraînement. Mais c'est difficile de développer l'autonomie parce que c'est pour l'entraîneur, c'est un risque parce qu'il y a une perte de contrôle. Exactement. Et c'est ça qui est pas facile. Moi, faire la transition, j'ai eu de la difficulté en tant qu'entraîneur parce que, particulièrement au niveau de la gymnastique, on est dans le contrôle tout le temps. On veut tout contrôler, tous les angles, toutes les techniques, dans les moindres détails. C'est très difficile de se retirer puis d'accepter de donner un cadre et de dire, quand ça sort du cadre, je vais intervenir. Quand c'est dans le cadre, j'interviens pas. Et moi, maintenant, je suis beaucoup moins, comment je dirais ça, je suis très, très active mentalement dans mon coaching, mais je suis beaucoup moins active physiquement dans mon coaching parce que je suis beaucoup plus dans l'observation. J'amène mes athlètes à développer une capacité d'analyse du sport. Donc, c'est très important que l'athlète ait une bonne intelligence de jeu parce que tu peux pas devenir autonome et responsable. Tu peux pas savoir c'est quoi tes objectifs si tu comprends pas ton sport. Donc, j'incite beaucoup mes athlètes, je leur donne beaucoup d'exercices par rapport à du visionnement vidéo, par rapport à de la lecture. Très important de développer l'intelligence sportive. Et moi, ce que je fais, c'est que je coach avec des questions. Donc, je coach régulièrement avec des questions, beaucoup plus de questions que d'interventions. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi le ballon est allé dans cette direction-là? Pourquoi ta passe a été interceptée? Qu'est-ce que tu as vu sur le terrain? Pourquoi tu as utilisé cette tactique? Donc, j'essaie de poser énormément de questions parce que quand je pose une question, la personne doit réfléchir pour me répondre. Ce qui fait que son mental est engagé. Elle construit la réponse. Si je donne... Oui, exactement. Elle continue à réfléchir, puis elle est obligée de te donner une réponse. Puis ça se peut qu'elle n'ait pas la réponse au début, mais là, on va l'aider. Puis tranquillement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne commence à être capable de former sa vision. Donc là, la vision de jeu, en soccer, c'est important de former sa vision, de former sa compréhension du sport. Et là, elle commence à être capable d'établir des priorités, des objectifs, savoir où elle s'en va. Et là, la motivation devient beaucoup plus constante. Quand tu es capable de comprendre ce que tu fais, où tu t'en vas, c'est quoi tes buts, tu es capable d'être motivé de manière plus constante. Quand tu ne comprends pas tout à fait ce qui se passe, la motivation peut changer. Mais effectivement, de perdre le contrôle, de le donner à l'athlète un petit peu plus pendant un certain temps, le temps que l'athlète fasse sa tête, le temps que l'athlète comprenne bien ce qui se passe, comprenne le jeu, c'est plus long. Puis des fois même, il va y avoir une petite baisse de performance parce qu'à certains moments, avec des athlètes, j'ai fait le choix de donner beaucoup moins de commentaires parce que l'athlète était rendu trop dépendant de mes commentaires. Puis ce qui arrive, comme tu disais, quand tu es en match, est-ce que ton entraîneur est dans ton oreille? L'entraîneur n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en pratique, il peut tout te dire. Il peut répondre à toutes tes questions. Mais en match, tu es laissé à toi-même. C'est dans ces moments-là qu'un athlète qui a une moins bonne compréhension, puis a besoin aussi de se faire pousser, de se faire motiver, de se faire encourager, ça devient beaucoup plus difficile pour cet athlète-là d'être capable de gérer. Moi, j'aime bien dire à mes joueuses que
quand elles seront au Stade de France devant 30 000 personnes, moi, elles pourront pas m'entendre et leur dire passe à droite, passe à gauche, etc. Et c'est tout l'intérêt de développer l'autonomie. Mais on en revient forcément à ce débat éternel en France du résultat. Étant donné que moi, je veux me rapprocher de la victoire, je veux me rapprocher du résultat, et ben, je pense aider la joueuse en lui disant quoi faire pour réussir au but, pour gagner des points, pour gagner le championnat, développer mon ego. Mais du coup, en effet, je rends pas la joueuse autonome, et quand elle se passe de catégorie, quand elle monte sur la catégorie au-dessus, et ben, elle est perdue. Plus personne ne lui dit oui, rien. c'est ça. C'est ça, c'est que tu as des résultats à court terme aussi, ce qui arrive, parce que quand on contrôle tout, on est capable d'avoir un résultat rapide, mais on perd rapidement le résultat dès qu'on s'éloigne. Donc, c'est important d'être capable, justement, en rendant les gens autonomes, les athlètes plus autonomes, on est capable aussi finalement, à moyen et long terme, moi, je pense que ça donne encore plus de résultats. Parce que là, il n'y a pas juste la tête de l'entraîneur qui réfléchit. L'athlète est capable de t'aider à réfléchir aussi. Parce que si l'athlète, quand tu lui poses des questions sur ce qui s'est passé, est jamais capable de te répondre, l'apprentissage va être beaucoup plus lent. Mais quand tu poses une question, l'athlète est engagé cognitivement, donc réfléchit à la réponse. Puis même si la réponse ne vient pas aujourd'hui, il y a un processus qui s'enclenche et à un certain moment, l'athlète va comprendre les choses et va les apprendre, les intégrer. Parce que nous, notre but, en fait, une chose que je fais avec les athlètes souvent, c'est important d'établir des objectifs. On sait que c'est important. Et il y a 3 manières de le faire. Je peux établir mes objectifs de mon côté en tant qu'entraîneur, puis ensuite, j'arrive en pratique et je fais des ateliers en fonction de mes objectifs. Puis, quand on fait l'atelier, je donne l'objectif aux athlètes et tout ça. Donc, ça, c'est une première manière. Ce qui arrive, c'est que souvent, comme entraîneur, on pense que nos athlètes comprennent nos objectifs, étant donné les ateliers qu'on fait. Mais on n'a pas vraiment nommé verbalement, clairement, quels sont nos objectifs de saison, quels sont nos objectifs aussi au niveau des prochaines pratiques. Donc, souvent, on ne l'a pas nommé clairement, mais on considère que nos athlètes sont au courant parce qu'on insiste souvent sur les mêmes choses. Deuxième méthode, je peux établir mes objectifs et les nommer à l'athlète, donc les communiquer à mes athlètes. Quand je fais ça, c'est déjà plus intéressant parce que mes athlètes sont vraiment au courant. Donc, à chaque fois que je fais un atelier, moi, ce que je fais, c'est que je nomme mes objectifs en début de saison ou pour une certaine phase. Par exemple, après un match, je vais souvent discuter avec les athlètes puis je vais dire, voici ce qui s'est passé, qu'on a gagné, qu'on a perdu, voici ce qui s'est passé, puis maintenant, voici les points de travail pour les prochaines semaines d'ici au prochain match. Donc, j'explique clairement tout ça. Et là, à ce moment-là, à chaque fois que je fais un atelier, les athlètes sont conscients de pourquoi. Moi, je ramène, je dis, vous vous rappelez, on a dit qu'on allait travailler ça. L'atelier, maintenant, va travailler ça. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, étant donné que je fais un lien avec un bilan post-match et que le bilan post-match a été clairement établi comme étant des stratégies qui vont nous permettre de gagner le prochain match, pour les athlètes, ça devient plus fort. Donc là, à ce moment-là, j'ai un peu plus de gains. La troisième façon, c'est de faire les objectifs avec les athlètes. Donc, moi, j'ai commencé à faire ça beaucoup plus. En équipe, on peut le faire ensemble en équipe, puis individuellement, chaque athlète aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'athlète d'écrire ses objectifs, puis ensuite, je vais rencontrer l'athlète pour voir les objectifs de l'athlète, puis qu'on puisse se mettre sur la même longueur d'onde, voir un petit peu. Là, ça me permet de voir ce que l'athlète a dans sa tête. Parce qu'il y a des athlètes qui vont me donner des objectifs qui sont absolument irréalistes, puis ce qui va faire qu'ils vont se décourager très vite. Et souvent, l'athlète qui donne des objectifs irréalistes, l'athlète est dans l'ego, parce qu'il est dans le regard de l'autre, il est dans l'extérieur, donc il a besoin de montrer quelque chose aux autres. Donc, il va donner des objectifs qui sont qui paraissent bien, souvent. Puis il y a d'autres athlètes, eux, qui vont donner des objectifs beaucoup trop faibles, beaucoup trop bas, parce qu'ils veulent s'assurer que mes attentes ne sont pas trop élevées. Ils veulent s'assurer qu'ils ne vont pas me décevoir. Donc, à ce moment-là, quand je vois les objectifs, ça me permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de mes athlètes. Plus je sais ce qu'il y a dans la tête de mes athlètes, plus je suis capable d'intervenir ensuite sur leur motivation pour les aider à se motiver. Donc, c'est comme ça que je vais amener plus de motivation aussi, parce que c'est l'athlète qui met ses objectifs. Quand l'athlète écrit ses objectifs, il est beaucoup plus engagé dans ses objectifs que si ça vient de moi. Quand moi, je donne mes objectifs puis je les communique, ça ne veut pas dire que l'athlète se les est appropriés. Absolument. Je rebondis. Enfin, c'est vraiment très très intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à une intervention justement qu'on a eue il y a 3-4 jours. Un ami à moi qui est joueur et qui a également commencé à préparer en préparation mentale, qui nous disait que sur les objectifs, il fallait qu'ils soient SMART. En France, SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable et
temporel, c'est-à-dire sur une durée. Ouais. Je me donne 3 semaines pour, etc. Et je pense que pour les joueurs ou pour les éducateurs, c'est vrai que c'est un outil pour essayer de trouver des objectifs qui ne soient pas trop ambitieux, qui va créer la démotivation, ou trop peu ambitieux, qui va créer l'ennui. Je pense qu'il est important justement de se fixer un petit peu ces objectifs SMART. Et j'ai également repensé à la phrase quand tu parlais justement du fait d'investir l'athlète. Il y a une célèbre citation, c'était Confucius, un philosophe, je me rappelle plus tout à fait, mais qui disait montre-moi et j'écouterai, mais à la fin c'était de dire implique-moi et je comprendrai. Et c'est un petit peu ça, je pense, au niveau de la motivation. Quand je vais impliquer mon joueur, ma joueuse, c'est là où elle va comprendre toute sa démarche d'entraînement. Et moi, finalement, des fois, je parle de savoir s'entraîner. C'est que finalement, il faut. Des fois, on fait l'entraînement. Finalement, on occupe mentalement les joueurs à faire du sport, du foot, parce qu'ils aiment bien ça. Mais finalement, cette démarche d'entraînement de me dire ah oui, mais pourquoi je m'entraîne? Finalement, ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit amener Oui, en tant qu'entraîneur. oui. Pourquoi je m'entraîne? Est-ce que je m'entraîne pour moi? Est-ce que je m'entraîne pour les autres? Puis ça peut prendre du temps avant que l'athlète puisse le réaliser. J'ai eu une athlète il y a quelques années, une adolescente très talentueuse, mais qui avait beaucoup de peur. Hmm. Et ça a pris 1 an avant qu'on arrive. Moi, au début, j'avais des soupçons, mais ça a pris 1 an avant que je réussisse à l'amener à me dire que finalement, elle faisait pour sa mère. Puis qu'elle voulait impressionner sa mère. Et quand on a découvert ça, je lui ai demandé de parler avec sa mère pour voir qu'est-ce que sa mère allait dire de tout ça. Hmm. Et quand elle a eu la conversation avec sa mère, ça a débloqué toutes sortes de choses parce que sa mère lui a expliqué qu'elle l'aimait, peu importe son niveau, peu importe ses résultats. Et à ce moment-là, on a compris parce que pourquoi il y avait autant de peur, c'est parce qu'elle était complètement désalignée pour elle. Il y avait certaines choses qu'elle avait envie de faire, mais elle pensait que pour impressionner sa mère, elle devait faire autre chose. Et cette autre chose-là créait de la peur. C'est souvent ça qui se passe chez les athlètes quand il y a des problématiques, un manque de motivation ou une incapacité de faire quelque chose ou un grand stress en compétition, c'est que souvent on ne le fait pas pour nous. D'accord, super. Alors, deuxième gros bloc qu'on va évoquer, c'est sur qui va concerner un petit peu l'échec, en lien avec le stress, avec le doute. Dans ma question, il y aura deux parties, une partie pour l'entraîneur et une partie pour le joueur, je dirais. Cas concret, moi, j'entraîne, mais ma joueuse, début de match, milieu de match, rate une passe qui est grave. Quelque chose de grave, c'est-à-dire qu'il va amener un but. Après, chacun définit la gravité, mais qui va amener un but. Qu'est-ce que la joueuse qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête de la joueuse? Comment moi je peux faire en sorte qu'elle change un petit peu d'état d'esprit afin qu'elle puisse avoir l'ensemble de ses ressources disponibles pour continuer ce match? Ouais, une chose que j'explique souvent, c'est que une des raisons, comme je disais en début d'entrevue, c'est une des raisons pour lesquelles il faut commencer dès le début de la saison à mettre les athlètes en face de difficultés et d'obstacles, c'est parce que on doit s'entraîner à être capable de faire face à ce genre de situation. C'est certain que c'est pas en arrivant en finale de championnat que si j'ai jamais travaillé sur ma capacité à gérer une mauvaise passe, c'est pas là que je vais avoir. L'entraîneur pourra rien y faire, puis l'athlète n'a pas les outils. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'amener à vivre des moments difficiles tôt dans la saison, même si c'est souffrant pour l'entraîneur, même si c'est souffrant pour l'athlète. C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis là. Donc finalement, il ne faut pas qu'on essaye de trouver. Mais moi, quand je te pose la question, je te dis, c'est quoi la formule magique en match pour que ma joueuse, elle se dise, ah ok, c'est bon, ça repart. Non, finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas la petite piqûre qu'on peut lui mettre en match. Ça se passe au préalable. Oui, il y a des trucs. Il y a des trucs qu'on peut apprendre, intégrer et utiliser en match. Mais on va pas faire les 3 phases en match pour une première fois. Donc, on doit être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Quand je rate une passe, j'ai de la difficulté à m'en sortir. Après ça, tout le match va pas bien pour moi. J'ai perdu ma concentration. Voilà. Ça, j'ai compris ça. Ce que je veux, c'est le comprendre le plus tôt possible dans la saison. Donc, trouver une façon de mettre une pression dans un match avec des conséquences pour pousser l'athlète dans ses retranchements, pour être capable de voir. Parce que si c'est dans un match pas important et qu'il n'y a aucune conséquence, ben, la mauvaise passe, il y a des chances que pour l'athlète, ça ne la dérange pas puis ça la perturbe pas. Mais si je réussis à mettre des conséquences, ben, à ce moment-là, je vais être capable de voir un petit peu plus son comportement. Maintenant, je réalise qu'une mauvaise passe, pour moi, ça me déconcentre. C'est très difficile pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que je commence à avoir peur? Est-ce que je commence à être stressée? Est-ce que c'est parce que je suis frustrée? Quelles sont mes émotions?
Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de ces émotions-là ou pas me rendre au niveau d'émotions où parce que des fois, on les bâtit, ces émotions-là, à l'intérieur de nous. On continue à focaliser là-dessus. L'émotion grandit. Puis quand on arrive au point de non-retour, ça devient vraiment difficile. Souvent, ce que je présente aux athlètes, c'est qu'il y a une courbe. Puis plus je me concentre sur mes émotions négatives, mon stress ou ma peur, la courbe augmente. Et là, quand j'arrive ici, ça va prendre un certain temps avant que ça redescende. Donc, la durée de gestion de mon émotion, plus je porte d'attention à mon émotion, plus c'est long avant que je récupère jusqu'à mon niveau initial. Si je réussis à rester dans le moment présent, à passer à autre chose plus rapidement avec différents trucs, je vais être capable de revenir à mon niveau initial plus vite et continuer mon match. Donc, les très bons athlètes sont capables de plus en plus rapidement, en 1 seconde, de passer à autre chose, c'est terminé. Parce que la seule chose que je peux faire, c'est oublier ma passe. Parce que je ne peux pas la changer, je ne peux pas la contrôler. Puis en fait, le point, c'est ça. Ce qu'on peut faire avec les entraîneurs, ce qu'on peut faire en tant qu'entraîneur, c'est d'aider les athlètes à comprendre ce qui est sous leur contrôle et ce qui est hors de leur contrôle. Ça, c'est vraiment une préparation extrêmement importante pour la saison. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Qu'est-ce que je contrôle? Je contrôle mes pensées, je contrôle mes actions techniques, je contrôle mes décisions, je contrôle comment je réagis face aux événements. Donc ça, c'est des choses qui sont sous mon contrôle. Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle? Tout ce qui est dans le passé puis dans le futur. Le résultat, c'est certain que si je performe, si mon équipe performe, est excellente sur le terrain, puis si mon adversaire est encore plus excellent sur le terrain, c'est possible que je perde quand même le match, même si j'ai joué à mon plein potentiel. Dans un sport d'équipe, en tant qu'individu, je contrôle mon jeu, je ne contrôle pas celui des autres. Donc, je suis avec certains coéquipiers, certaines coéquipières sur le terrain, puis eux prennent leurs décisions, eux font leurs commentaires, donc, et moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc ça, je dois comprendre ça, parce que des fois, il y a des frustrations aussi envers les coéquipiers, puis ça nous sort, ça nous fait perdre notre concentration. Donc, les erreurs passées, est-ce que je peux modifier mon erreur passée? Je ne peux pas la changer, puis je ne peux pas l'effacer non plus. Donc, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, vraiment clairement déterminer ce sur quoi j'ai du contrôle, ce sur quoi je n'ai pas de contrôle. Une fois que j'ai bien compris ça, j'ai 50% du travail de fait. Parce que très souvent, qu'est-ce qui nous fait perdre notre concentration? C'est qu'on porte attention, beaucoup trop d'attention à des choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est là qu'on devient fâché, c'est là qu'on devient stressé. Qu'est-ce qui se passe si on perd le match? On ne sera pas qualifié pour le prochain match ou pour le prochain tournoi. Est-ce que c'est sous mon contrôle en ce moment? Non. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? C'est comment je vais jouer, quel déplacement je vais faire, c'est instant après instant. Quel déplacement je vais faire? Maintenant que mon déplacement est fait, c'est terminé. Maintenant, j'ai du contrôle sur mon prochain pas, sur mon prochain tir. Donc, c'est vraiment d'être capable de rester. On parle beaucoup du moment présent, mais souvent, on dirait qu'on l'a surutilisé et on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. C'est je tourne la page, je tourne la page, je tourne la page à chaque instant. Tu vois, je cherchais, je l'avais sous le coude, il est juste là. J'invite les gens justement à lire le pouvoir du moment présent, qui est un livre très spirituel, mais qui a un intérêt incroyable dans le football. C'est que si finalement chaque joueur, chaque éducateur est dans le moment présent, ce que je peux contrôler, comme tu le dis, ce que je peux contrôler, et ça me rappelle des cours de psychologie à l'université, ce que je peux contrôler, et il y a aussi ce qui est interne ou externe. Ce qui est incontrôlable et externe, la météo, l'arbitrage, je peux pas le faire. Ouais. Je peux pas. Oui. Il y a combien d'athlètes quand ils se lèvent le matin? Je sais pas exactement en foot mais pour certains, peut-être la pluie, ça peut déconcentrer. Le froid, des fois, ça nous déconcentre. Combien d'athlètes vont se lever le matin puis vont se dire, j'espère que je joue en après-midi pas en soirée parce que c'est quelque chose pour moi que je suis meilleure en après-midi. J'espère qu'il va faire soleil, qu'il va pas faire trop froid parce que sinon je joue moins bien. Là, je suis en train de me créer des croyances limitantes et essayer de contrôler des choses que je ne peux pas contrôler et qui vont affecter mes émotions à chaque fois que ça va se produire si je porte trop d'attention. C'est ça, exactement. La bonne définition du moment présent, moi je dirais que c'est le ici et maintenant, c'est ça, c'est ce qui se passe ici et maintenant, et finalement tout ce qui se passe avant, après, comme tu l'as dit, c'est incontrôlable. Et moi j'ai tellement d'exemples de joueuses, de situations de joueuses qui, après leur erreur, on finit le match, l'erreur arrive à la 15e minute, le match est déjà fini, parce que j'arrive pas à me mettre sur le moment présent, à me mettre sur ce que je vais contrôler, mon prochain ballon, ou ce que je fais en ce moment, mon leadership, ma voix, et finalement, je perds déjà un match pour quelque chose qui s'est passé, et tout ce qui va se passer,
Je le Ouais, refuse. Je refuse d'accepter ce qui ouais. va se passer. C'est... Exactement. Puis là, il faut défaire ces croyances-là parce que c'est des croyances. Puis ben, souvent, dans les interventions en coaching, il faut venir régulièrement. Quand il arrive quelque chose, on s'arrête. Est-ce que c'est sous notre contrôle? Est-ce que tu peux changer ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce que quand tu vois l'athlète qui est stressé, l'athlète vient te voir et dit je serai jamais capable pour le match, il va arriver ci, il va arriver ça. Est-ce que c'est sous ton contrôle en ce moment? Qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Donc, répéter régulièrement la question, parler régulièrement des dimensions de la concentration, le passé, là, en ce moment, tu es dans le passé, en ce moment, tu es dans le futur, parce que on le comprend, on se le fait dire une fois, mais est-ce que si je t'explique la technique d'un tir au but, si je te l'explique une fois, est-ce que ça va être suffisant pour que tu sois le meilleur tireur au but du monde? Probablement pas. Donc, c'est la même chose pour le passé, le présent, le futur. Le mental, il faut intervenir constamment parce que il faut le discipliner, il faut apprendre à fonctionner avec. On est tellement habitué d'aller dans le futur, dans le passé, de se focaliser sur les commentaires négatifs alors que c'est quelque chose qui nuit à ma performance. On est tellement habitué, on a des habitudes, on veut défaire ces habitudes-là, mais pour ça, il faut aider l'athlète à prendre conscience des moments où il se promène, où il voyage. Bien sûr. On va aborder un troisième et dernier chapitre, questionnement, qui va parler du leadership un petit peu, qui est très certainement une notion intéressante pour l'éducateur et aussi, je crois, pour le joueur. Moi, j'aimerais te poser la question la plus concrète possible. Comment accroître le leadership d'un éducateur? Comment accroître mon leadership? Ouais, ben, je vais ramener des notions dont on a discuté, mais ben, premièrement, je pense que c'est de créer un lien de confiance. C'est vraiment important. Donc, il faut apprendre à connaître nos athlètes. Il y a plusieurs façons de le voir. C'est sûr que moi, personnellement, je suis vraiment de la méthode travail d'équipe. Donc, il y a des gens qui sont plus dictateurs, qui vont tout contrôler, tout décider, puis ça peut fonctionner. Donc, c'est des méthodes qui fonctionnent. Personnellement, si on parle de leadership, j'aime travailler en équipe. Donc, pour moi, je veux connaître l'athlète, je veux créer un lien de confiance avec mon athlète. C'est pour ça que j'ai étudié beaucoup les types de personnalités aussi. Dans l'énéagramme, il y a 3 grands thèmes. Il y a des gens qui, dans les moments, par exemple, les moments plus difficiles, il y a des athlètes qui vont aller plus rapidement dans leur rationnel, dans l'aspect rationnel. Il y a des athlètes qui vont aller dans leurs émotions un peu plus rapidement, puis il y a des athlètes qui vont être plus instinctifs. Donc, dépendamment des 3 grandes catégories, un athlète qui est plus rationnel a besoin, pour se sécuriser, va avoir besoin d'explications. Donc, c'est important d'être capable d'expliquer les choses de manière très, très rationnelle parce que sinon, on va rester dans son échec ou dans ses difficultés. Donc, on va être capable de lui donner des explications, lui donner un cadre clair, un cadre précis. Donc, pour ces athlètes-là, c'est leur besoin et c'est comme ça que je vais créer mon leadership avec eux. Pour les athlètes qui ont tendance à aller plus dans les émotions, je vais créer des relations. Donc, dans ces moments-là, c'est important même de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie personnelle, à l'extérieur du sport, pour vraiment être capable d'avoir une vision d'ensemble parce que ces athlètes-là vont avoir tendance à amener leur vie personnelle sur le terrain. Puis on n'est pas toujours au courant, puis si on connaît pas bien nos athlètes, on comprendra pas ce qui se passe. Des fois, on va juste essayer de leur expliquer des choses parce qu'on pense qu'ils comprennent pas, mais c'est pas ça, c'est parce qu'ils sont dans leurs émotions, puis il s'est passé autre chose ailleurs. Pour les athlètes qui sont plus instinctifs, c'est sûr qu'ils ont besoin d'espace. Ils ont besoin, justement, c'est des gens pour qui on peut pas dicter les choses. C'est des gens qui ont besoin d'avoir un peu plus de contrôle, un peu plus de leadership puis d'autonomie dans leur vie. Donc, il faut être capable de leur laisser de l'espace et c'est en leur donnant de l'espace qu'on gagne notre leadership avec eux parce qu'on gagne leur respect. Donc, dépendamment un peu des personnalités des athlètes, ça peut nous aider à créer un bon lien de confiance puis gagner du leadership. Tu peux nous en dire plus sur ce test-là parce que en France, comme je t'ai dit un petit peu avant, c'est vrai qu'on connaît beaucoup le test MBTI, mais c'est vrai que l'énéagramme, est-ce que tu peux juste en dire plus, comment le faire, etc. pour les gens qui nous écoutent un petit peu? Ouais, il y a des tests en ligne qui existent sur l'énéagramme. C'est 9 types de personnalités dans un cercle. Il y en a 3 qui sont plus instinctifs, 3 plus dans les émotions, 3 plus rationnels. Mais chacun a sa couleur, chacun a vraiment son identité. On peut faire le test en ligne. Puis moi, c'est sûr que ce que je propose généralement, un test, quand on le complète, souvent on le complète avec notre philosophie du moment. C'est-à-dire que des fois, on travaille certains aspects de nous à certaines périodes de notre vie. Des fois, je suis très axée travail. Donc là, des fois, on a une personnalité qui est un peu différente au travail que dans le sport, que dans ma vie personnelle.
Donc, dépendamment du contexte, ça peut changer. Fait que ce que je propose aux gens, c'est vraiment de faire le test et ensuite d'aller voir ceux qui sont plus forts, d'aller lire les descriptions pour vraiment trouver dans lequel on se retrouve. Et moi, personnellement, ça m'aide énormément parce que c'est beaucoup des boutons de motivation. En fait, ça nous aide vraiment à connecter avec les athlètes pour les aider à avancer. Puis, en tant qu'entraîneur, on a aussi notre type de personnalité. Donc, si moi, je suis très, très instinctive, comme entraîneur, un entraîneur qui est plus instinctif va être beaucoup dans l'action. Donc, va pousser ses athlètes. C'est souvent ce qu'on voit un peu dans justement les films sportifs. C'est souvent ce qu'on voit, ces entraîneurs qui poussent très fort la force, l'action, l'intensité. Donc, ça, c'est les instinctifs. Mais si je suis un athlète un peu plus rationnel, moi, j'ai besoin de comprendre aussi ce que je fais. Si je veux être performant, j'ai besoin de comprendre. Donc, si je suis un entraîneur instinctif et que je ne comprends pas cette nuance-là, je vais avoir l'impression que je pousse mon athlète puis qu'il ne fait rien, qu'il n'avance pas, qu'il ne progresse pas. Mais c'est parce que lui, il a besoin d'avoir un peu plus de structure. Il doit développer largement son intelligence de jeu avant d'être capable d'entrer dans l'action de manière optimale. Donc, en comprenant les dynamiques entre les différents types de personnalités, ça permet d'être capable, nous, en tant qu'entraîneurs, de s'ajuster. Moi, je suis une entraîneur qui a tendance à être un peu plus rationnelle. Donc, j'explique les choses, ça fait des bons enseignants, mais des fois, l'intensité est un petit peu moins là. Moi, j'ai appris que ça, c'était quelque chose qu'il fallait que je travaille plus, de vraiment aller pousser en intensité, puis de travailler mon relationnel aussi, parce que j'avais tendance à être beaucoup, beaucoup dans les explications. Puis quand j'expliquais à mes athlètes, s'ils ne comprenaient pas ou ne modifiaient pas, j'avais l'impression que c'était parce que je devais expliquer encore plus. Alors que des fois, c'est pas ça. Il faut être capable de s'ajuster selon les personnalités. Ok, super. C'est vraiment archi intéressant. Et la dernière question sur le leadership que je te poserai, c'est quel est l'enjeu et comment faire pour développer le leadership à l'intérieur de mon équipe? De créer un petit peu... Dois-je créer des leaders dans mon équipe ou dois-je laisser un petit peu simplement les leaders se créer toutes seules? On sait qu'il y a des équipes qui n'ont pas de leader où on se dit, dans mon équipe, si je parle pas, personne parle. Et c'est ça que j'aimerais te poser comme question. Ma philosophie là-dessus, personnellement, c'est que je crois que je pense que c'est très important d'avoir des leaders au sein de ton équipe, mais je pense que c'est important que tes leaders te complètent. Donc, de vraiment bien se connaître en tant qu'entraîneur pour savoir ce dont on a besoin. Si moi, je suis quelqu'un, justement, qui explique beaucoup, peut-être que j'ai besoin d'un leader qui va être qui va amener mon équipe à être plus intense. Peut-être que je vais avoir besoin aussi d'un leader qui va favoriser les connexions dans mon équipe puis qui va faire des événements sociaux. Donc, j'ai besoin de connexion dans une équipe, j'ai besoin d'intensité, puis j'ai besoin aussi d'une structure. J'ai besoin de ces trois choses-là. Donc, souvent, moi, j'ai souvent fonctionné dans des équipes de leadership avec des gens qui avaient les trois, qu'on soit capable d'aller chercher les trois domaines dans un même système. Si on est trop pareil, ça fonctionne pas. Il faut quand même aussi qu'on soit capable de travailler en équipe parce que pour moi, l'entraîneur doit travailler très, très, très étroitement avec ses capitaines ou ses leaders pour être capable d'amener ce qu'il veut dans son équipe. Donc, ça part avec des valeurs. Si tu veux avoir du leadership, c'est important d'établir tes valeurs. Donc, tu veux avoir des valeurs d'équipe, tu peux les former avec ton équipe. Encore là, c'est comme des objectifs. Si je les amène moi, j'ai mes valeurs profondes à moi, mais ce que je veux, c'est aussi que ce soit en consensus avec mon équipe. Les valeurs, c'est rassembleur. Les valeurs, ça nous donne une cause plus grande que soi. Une cause plus grande que soi, c'est le plus grand motivateur qui existe, de pouvoir faire quelque chose pour une cause. Donc, d'avoir des valeurs, puis d'amener des leaders qui vont être capables de promouvoir tes valeurs aussi. D'accord. Je crois que c'est très clair pour les éducateurs qui nous écoutent et pour moi, ça me pose des questions, ça me rappelle des situations où on n'avait pas de leader, on a dû faire sans, on s'est dit, tiens, il y a un problème, il n'y a pas de leader, comment on fait? Est-ce que je dois faire le leader? Et finalement, c'est pas naturel et allez les gars, et finalement, c'est contre-productif. Et j'ai envie de te dire, la question que je vais te poser, je t'avais déjà dit que c'était la dernière, mais celle-ci, ce sera la dernière. Comment je fais dans mon équipe si je n'ai pas de leader dans cette équipe? Il faut en former, je pense. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont les capacités d'être leaders. Peut-être qu'ils ne savent juste pas encore ou qu'on ne l'a pas détecté, mais c'est une des choses que je regarde en premier quand je bâtis mon équipe. C'est sûr que quand tu sélectionnes ton équipe, si tu as la capacité de sélectionner ton équipe, si tu as la possibilité, il faut penser à tes leaders. Donc, qui pourrait aider avec l'équipe. Puis, c'est pas nécessairement
les meilleurs joueurs. C'est des gens qui ont des grandes qualités. Puis, c'est en anglais, fait que ça dépend si les gens sont à l'aise avec l'anglais, mais j'ai lu de Captain Class qui parle, en fait, c'est une étude, je pense que c'est Sam Walker, l'auteur. C'est une étude qui a été faite sur 11 ans. Sam a étudié des centaines et des centaines d'équipes, placées en catégories pour déterminer quelles sont les meilleures équipes, tous sports confondus. Donc, c'est quoi une équipe? Ce serait quoi les critères pour déterminer c'est quoi une meilleure équipe? Puis meilleure équipe étant sur le moyen long terme, donc pas sur un match, un championnat ou un Jeux olympiques. Et ensuite de ça, je pense qu'il y a eu 17 équipes. Je pense qu'il est arrivé à une liste de 17 équipes qui étaient dans la catégorie 1, puis il a étudié ces équipes-là pour savoir quelles étaient les constantes à l'intérieur de l'équipe. Puis, c'est extrêmement intéressant parce que au début, il y a des hypothèses. Est-ce que c'est parce qu'il y avait les meilleurs joueurs étoiles? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un entraîneur particulier qui avait une stratégie spécifique? Et ce qu'il a découvert, c'était les capitaines de la différence. Et les capitaines, la constante était que c'était pas les meilleurs joueurs, les capitaines, c'était des gens qui étaient des connecteurs, qui étaient un peu en backstage, en arrière de la scène, puis qui étaient capables d'aller chercher le meilleur de chaque joueur, mais au quotidien, tout le temps. Donc, il connectait avec tous les joueurs, il connaissait ses joueurs par cœur. Il savait exactement quoi leur dire au bon moment pour être capable d'utiliser ces joueurs-là et d'aller chercher le meilleur de chacun des joueurs sur le terrain à des moments stratégiques. Donc, c'est un joueur qui a une très bonne intelligence de jeu, mais aussi une grande capacité de connexion pour aller chercher la motivation de chacun des joueurs. Donc, je trouve ça intéressant parce que c'était vraiment pas le meilleur joueur, mais c'était vraiment un connecteur. Donc, il faut être capable d'analyser. Des fois, on a certains critères, puis peut-être réviser nos critères. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. Quels sont mes critères d'un leader? Est-ce qu'un leader, c'est celui qui parle plus fort que tout le monde? Est-ce qu'un leader, c'est le meilleur joueur? Pas nécessairement. Mais si on observe comme il faut, il y a des joueurs qui sont capables d'aller chercher. Puis quand on demande aux joueurs, moi, je ne le fais pas nécessairement de manière démocratique parce que ça ne va pas nécessairement me compléter si je le fais comme ça, mais de poser des questions à des joueurs stratégiques pour voir qui tu respectes dans ton équipe. Qui est-ce qui donne qui te pousse? Qui est capable de... Puis là, on est capable d'aller chercher des indices pour repérer nos idées. C'est vraiment top ce que tu viens de nous dire. Je te remercie beaucoup de tout le partage que tu as eu avec nous sur ce podcast. J'ai la même sensation qu'à chaque podcast, c'est que on aimerait faire 2 heures avec toi, à te poser tout un tas de questions, parce que je pense que c'est un domaine qui n'est pas encore investi par nous éducateurs, ne serait-ce que dans les formations ou même dans les ouvrages. En France, on n'a pas énormément d'ouvrages sur la préparation mentale dans les sports collectifs, etc. Et ça, je te remercie beaucoup. La dernière question qu'on va te poser, c'est une question qu'on pose à tous ceux qui sont avec nous, c'est est-ce que tu aurais un livre, 2 livres à nous conseiller aujourd'hui sur ta thématique pour qui, toi, à un moment donné, t'ont permis vraiment de progresser? C'est une question très difficile souvent. En fait, la difficulté de la question, je regarde ma bibliothèque en ce moment, c'est que je lis énormément en anglais. Donc, parce que j'ai nommé tantôt Golf Flow, encore là, c'est un livre en anglais. Je sais que Bob Rotella a fait un livre sur le tennis en français, mais je ne me souviens pas du titre, mais c'est Bob Rotella, l'auteur. Puis sinon, j'ai lu la biographie de Phil Jackson. J'aime beaucoup lire des biographies. En ce moment, je lis en français la biographie de Mohamed Ali. Comme entraîneur, j'adore lire des biographies. Phil Jackson, ça m'a énormément inspirée parce que là, on peut voir vraiment les valeurs de l'entraîneur, comment est-ce qu'il inspire ses athlètes. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de belles leçons de leadership là-dedans. C'est un livre qui ressort beaucoup sur justement les interviews d'entraîneurs connus qui sont beaucoup appuyés sur cette autobiographie. Je pense qu'il est intéressant. On la mettra en lien un petit peu. Et puis même si tu as un livre en anglais, est-ce que t'en as un que tu ressortirais où tu t'es dit ah ouais, lui c'est vrai qu'il m'a fait prendre conscience, il m'a fait progresser, nous on le mettra en commentaire, peut-être que les gens le traduiront, le trouveront. Est-ce qu'il y a vraiment un livre qui toi t'a marqué? Le livre que je recommande souvent, c'est un livre extrêmement simple, mais j'aime la simplicité. J'aime quand on peut l'utiliser rapidement, mais c'est The Art of Mental Training. Donc, c'est un livre qui est un petit peu l'art de l'entraînement mental. C'est un livre qui a une approche un peu... c'est un peu romancé, mais en même temps, c'est quelqu'un qui fait vraiment de la préparation mentale, mais il raconte un peu son histoire. Puis il y a eu comme un maître qui était un peu son entraîneur, son maître, son préparateur mental. Puis comment c'est expliqué, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup inspiré.
Ok. Bon, bah écoute, j'espère, pour rassurer les gens, on mettra tout ça en commentaire du podcast. On te remercie encore une fois. Merci beaucoup, Guylaine, d'avoir pris du temps Ça fait plaisir. Merci à avec nous. toi. Et puis, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Facebook, sur un site internet, si les gens veulent un petit peu en savoir plus sur tes activités Oui, ben j'ai mon site web GG Mental Prep, GGmentalPrep.com. Là-dessus, j'ai un e-book gratuit qu'on peut télécharger sur la zone, donc 3 étapes pour entrer dans la zone. J'ai YouTube aussi, GG Mental Prep sur YouTube. Donc, je fais des capsules vidéo, j'ai un podcast aussi, mais tout ça est sur mon site web. Ok, bah, on mettra encore une fois tout ça dans les commentaires. On te remercie une énième fois.